bonsoir à tous. Cela vous est forcément déjà arrivé une fois. Vous roulez sur l'autoroute et soudain, un bolide surgit en trombe par derrière, vous colle au pare-choc, fait des appels de phare, puis démarre sur les chapeaux de roue avec de grands gestes agressifs. Parfois encore, on vous dépasse par la bande d'arrêt d'urgence et j'en passe. Ces comportements routiers sont criminels, dangereux et poursuivis d'office s'ils sont connus par la police. Certains de ces rodéos routiers sont encore plus extrêmes et ont fauché de jeunes vies et brisé des familles. En 2008, à Vesna, dans le canton de Genève, 3 personnes sont tuées au cours d'un de ces rodéos. Puis à Vernier, un jeune mari est tué à l'issue d'une course-poursuite. En 2013, 2 chauffards percutent un piéton à près de 150 km/h en pleine ville de Genève. Et dans le canton de Berne, c'est un jeune père de famille qui est fauché à l'issue d'un de ces rodéos. Les cas sont heureusement rares, mais ils sont spectaculaires et effrayants pour les usagers normaux de la circulation. Ils dénotent aussi de la présence sur la route de véritables psychopathes, souvent drogués ou alcoolisés, et que la conduite d'un bolide met dans un état second. Attention, les images que vous allez voir sont choquantes, les comportements révoltants, et il va de soi, bien sûr, que nous vous invitons à ne pas les imiter. Cette vidéo circule sur le net depuis quelques mois. Attention, cette vidéo peut choquer. Ce film est diffusé avec l'accord et le soutien des familles des victimes. Dimanche 12 avril 2015 dans la campagne anglaise. Kyle, 20 ans, est au volant de sa Renault Clio. À ses côtés, Michael, 21 ans. « 140 km/h. Le véhicule entre dans le village de Crowborough. Kyle et Michael se tuent contre le mur d'une église. Des jeunes qui perdent la vie en voiture, c'est fréquent, parce qu'ils aiment jouer avec les limites et flirter avec la mort. Parce que quand on a à peine 20 ans, on se croit immortel. En Angleterre, comme partout ailleurs. Je vis. Je respire encore. Si je rigole ou quelque chose comme ça, après je regarde, je dis, mais tu n'as pas le droit. Comment tu peux faire une chose pareille? Tu as un enfant dans une tombe et toi tu vis. Zaineb a perdu son fils Massar dans un rodéo routier à Genève. C'était un 31 octobre, il y a 11 ans. Et depuis, chaque année, à la même date, copains et familles se retrouvent autour de la tombe. Cette boule de cristal, priez pour que je m'en serve pas. Courez, courez, vous m'attraperez pas. Cherche pas, la mienne est plus grosse que la tienne. Courez, courez, vous m'attraperez pas. Courez, courez, vous m'attraperez pas. Zaineb vit dans le passé, quand tout allait bien, entourée qu'elle était de ses 2 filles et de son fils Massar. À la naissance, il pèse 2,8 kg. C'est tout petit, petit, petit. Après, il a fait 1,84 m. 1,84 m, 19 ans, et tout à construire lorsqu'un rodéo routier lui prend la vie. C'était horrible. C'est le moment où on dirait que... On dirait quelqu'un qui a mis sa main dans ma poitrine, puis il a arraché mon cœur complètement. Massar, c'est mon avenir
à moi. C'est mon avenir, Massar. J'ai plus d'avenir. « 31 octobre 2004 à Vesna, une commune genevoise. Massar sort d'une soirée, il est 2 heures du matin. Le jeune homme n'a pas encore son permis de conduire, alors quand des copains répartis dans 2 voitures lui proposent de le raccompagner chez lui, Massar saute sur l'occasion. Les voitures filent. Par jeu, elles se tirent la bourre à 150 km/h sur des tronçons limités à 50. Elles foncent vers le drame. C'est contre un arbre qu'un des 2 véhicules finit sa course. Ses 3 occupants meurent sur le coup. Massar est l'un d'eux. 1 mois plus tard, il aurait fêté ses 20 ans. Avec le drame de Vesna, la justice genevoise parle pour la première fois de rodéo routier. Et pour la première fois à Genève, le conducteur du véhicule rescapé est inculpé de meurtre par dol éventuel. Cette notion juridique signifie qu'il pouvait prévoir, même s'il ne le souhaitait pas, les conséquences de son attitude au volant. Les rodéos routiers existent dans tous les cantons et font régulièrement la une des médias. Le phénomène est marginal, mais frappe les esprits. On entend par rodéo routier la course organisée entre 2 voitures, mais aussi la course improvisée entre 2 conducteurs qui ne se connaissent pas. Les pointes de vitesse au milieu de la circulation, que certains font en solo, sont aussi considérées comme des rodéos routiers. Les chauffards concernés par ces situations évoluent sur nos routes. C'est sur cet espace commun qu'ils risquent leur vie et celle des autres. La mort est parfois au bout de la course, mais tant pis. Une vie sans risque n'est pas une vie, nous diront certains. Massar est mort, Seb est en vie. Celui que nous appelons Seb est au volant de la voiture rescapée en cette nuit d'octobre 2004. Il n'a pas encore 19 ans et ne conduit que depuis 9 mois. Les médias racontent qu'il est déjà impliqué dans 2 accidents et que la police l'a repéré pour son goût de la vitesse. Le soir du drame, il avait consommé de l'alcool, voire plus. Ses premiers pas de conducteur semblent ceux d'un chauffard. Il a commencé à faire des zigzags. Seb se rachète une conduite en livrant son témoignage dans des classes, en même temps qu'il fait face à un long processus judiciaire. Il est finalement condamné pour triple homicide par négligence à une peine avec sursis. Aujourd'hui, il ne souhaite plus s'exprimer sur cette affaire. Il a également interdit à son avocat de le faire. Nous aurions aimé savoir quel conducteur il est devenu. Depuis le drame de Vesna en 2004, Genève rallonge chaque année sa liste des rodéos routiers. Certains sont plus marquants que d'autres. Commune de Perly, octobre 2007. 2 voitures font la course, l'une d'elles tombe d'un pont. 3 jeunes meurent carbonisés. Cette affaire traumatise le canton. Course-poursuite route de Vernier, décembre 2012. Un des bolides emboutit le véhicule d'un automobiliste arrêté à un feu rouge. L'homme meurt sur le coup. Route de Lyon, novembre 2013. Rodéo entre 2 voitures. Un piéton est blessé, un autre tué. Il était père de famille. Comme ici à Aigle, où une fillette de 9 ans est tuée par un chauffard, morts et blessés sont souvent des victimes innocentes, avec pour seul tort de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Après la visite au cimetière, tout le monde se retrouve chez Zaineb. Épaulée par sa fille Dalia, elle réunit dans son appartement genevois les amis de son fils Massar. C'est ainsi tous les 31 octobre depuis 11 ans. C'est important pour elle, pour nous, pour Massar aussi, hein, j'ai envie de dire. Mais, on se retrouve pas que le 31, on essaye de passer aussi de temps en temps la voir. J'étais assez proche, ouais. J'étais proche de lui, on était tous proches. Après, on a tous été touchés par ce drame d'une manière un peu différente. C'est le moment que je suis un peu heureuse. Ouais. J'ai beaucoup de chance d'avoir les amis de mon fils. Vraiment des trésors, quoi. Un énorme trésor que Massar m'a laissé, c'est ses copains.
t'as 19 ans, tu te perds quelqu'un, c'est comme si on te plantait un couteau dans le cœur, tu sais pas quoi faire, voilà, on était tous sous le choc, aussi jeunes. C'était vraiment un électrochoc, c'était pour nous tous. J'avais une haine et une colère. Et je crois que je l'ai encore un petit peu. Et j'arrive pas un peu à m'en défaire. Parce que je me dis, c'est pas juste. Lui, il a rien fait, il était pas conducteur. J'ai commencé à conduire avec ça dans mon histoire, etc. Et puis c'est vrai que si je peux éviter, c'est vrai que je prends jamais la voiture si je sais qu'il y a un risque de fait, on va dire. Les rues ne sont pas un karting, quoi. Il y a des piétons, il y a des enfants, il y a des bébés. Et je me dis, il y a des gens, alors que c'est limité à 30, et ils foncent à 50. Moi, je suis outrée. Je me dis, mais je suis avec des enfants. Fabrice est de ceux qui prennent la route pour un circuit de vitesse. D'ailleurs, c'est simple, c'est lui le plus fort. On trouve toujours son maître dans tous les domaines, en voiture comme autre part. La différence, c'est qu'avant de pouvoir me battre, il faut y aller déjà sévère. Sur les routes, je peux me permettre de rouler assez rapidement. J'ai été à 260 km/h sur une 4 voies. Nous avons rencontré Fabrice en France, du côté d'Orléans. Il est pressé, son fils l'attend à la sortie de l'école. Puis c'est le retour à la maison. Notre caméraman s'installe dans le bolide pour filmer Fabrice au volant. Sous nos yeux s'improvise soudain une course-poursuite. Qu'est-ce qui se passe là? Bah regarde. Il veut jouer? Ah là il veut jouer là le gars. Voilà. Il y a une nénette, le grand sourire. On roule à combien là? On est à 150 là. Elle a l'air contente, hein? Ah elle est contente, ouais. Et là on lui montre. Et voilà, on lui montre ce que c'est qu'une vraie voiture. Et encore j'ai été gentil dans l'histoire. C'est difficile de le laisser passer pour moi, c'est très dur. Mais bon. On va le laisser quand même. Oh, on va le laisser quand même. Laissez-le passer. Allez. Il a vu qui était le patron. Ouais. Pas mal la voiture, hein? Trop bien. Voilà comment que ça se conduit une voiture. Faut que tu rentres le fort. Ouais, plus que ça. Je me trimballe toute l'année à 70 km/h. Quand je prends cette voiture-là, je me fais plaisir, c'est tout. Puis s'il y a quelqu'un qui veut jouer un petit peu, ben voilà. Il a disparu. Responsable d'un atelier de préparation automobile le jour, agent de sécurité la nuit, Fabrice est hyperactif et a toujours aimé foncer. J'ai de l'expérience en conduite très rapide. Je ne veux pas dire non plus que je suis sans arrêt au taquet, c'est faux. Mais voilà, je calcule toujours au maximum tout ce qu'il y a devant moi, sur les côtés devant moi. C'est simple, on est derrière un mec, on va le doubler. Le mec, il n'y a personne devant lui, il est sur sa trajectoire, on voit qu'il a vu qu'on était derrière et qu'on était en train de le doubler. Bah alors, il y a quoi qui peut poser de problème? Il n'y a rien. Paf, on appuie et on passe, c'est tout. Fabrice ne se considère pas comme un chauffard. Avant, j'avais une politique bien différente qui était, peu importe la façon, ce qui compte, c'est d'arriver le premier. Voilà. Mais bon, maintenant, je prends beaucoup moins de risques. J'en prends toujours, parce que c'est le jeu. Mais bon, voilà. Autrefois, il organisait des courses avec le consentement des autorités, comme sur cette vidéo. Et puis un jour, la préfecture a retiré son accord, mais les courses ont continué. On parle aujourd'hui de run sauvage. Il se déroule sur route ouverte le vendredi soir, et ça tombe bien, c'est vendredi soir.
Les runs, comme dans toute la France, c'est illégal, complètement illégal. Les jeunes qui sont sans expérience de conduite et qui arrivent, ils sont... il y a le mec qui est à côté, vas-y, on met un coup de première et puis on s'arrache, on fait les cons. Non, non, non. Les gars, 1, ils connaissent pas les limites de leur voiture. 2, ils connaissent pas leurs limites à eux. 3, pour un peu qu'ils aient bu ou fumé du cannabis, et ben on se retrouve avec des dangers énormes sur la route. « 23h, un parking dans la périphérie d'Orléans, en bordure de la Nationale 21. De nombreux jeunes sont là, combien de chauffards en herbe parmi eux. Malgré le froid, ils admirent sans broncher les pointes de vitesse d'une trentaine de voitures et quelques motos. Ça se passe au milieu de la circulation. La police passe tout droit. Quant à Fabrice, il parade. Ça, c'est une voiture pour se faire plaisir. Que tu bouffes 50 litres au 100, t'en as rien à branler. Tu la prends, tu te fais plaisir, voilà, t'es limite en érection, c'est ce qui compte. Bah ouais. Ça, mais c'est simple. Voilà. Sur l'autoroute, j'ai déjà monté à 190. Est-ce que tu penses parfois qu'il y a peut-être d'autres voitures qui vont pas à 190 ? Non, franchement, j'y pense pas. Je pense qu'à la vitesse quand je suis dans ces moments-là. Sur une route ouverte, c'est plus amusant que sur un circuit. Il y a des risques. Il y a des risques. C'est quoi les risques ? La police, les accidents. Il y en a, ils sont inconscients, mais bon, moi, je fais attention. Là, par exemple, là, je l'ai fait, c'est un petit peu pour animer. Ça va, il n'y a personne derrière moi, personne devant moi. Donc, je me suis permis de le faire. Mais après, ouais, faut faire attention. Aux petites heures du matin, les pneus crissent encore et ça pue le brûlé. Les spectateurs, essentiellement masculins, sont satisfaits. On repère aussi quelques filles. C'est marrant de voir les autres qui respectent pas les règles, déjà. Et puis, ils font des choses pas légales non plus. De son côté, Fabrice a lâché le volant. Il milite maintenant. Je suis venu vendredi dernier en moto, j'en ai vu qui étaient là, en train de boire, comme des... Voilà, et prendre la voiture après, excusez-moi. Mais bon, tant que la police, la maréchaussée, ils verront ce genre d'individus, ça ne nous mettra pas des points pour avancer dans nos projets. Hein. Voilà, faut savoir faire la part des choses. Hein. Et le projet, c'est la création d'un circuit de vitesse, officiel celui-là. Même si les autorités n'y sont pas vraiment favorables, Fabrice ne désespère pas. Ça envoie là. Bah ouais que ça envoie. Hein. Bon allez, encore un petit tour, et puis s'en va. Ciao. Pas d'accident, pas de blessés. C'était une bonne soirée. Et en Suisse, combien y a-t-il d'amateurs avérés de rodéo routier ? Les chiffres sont très rares, mais à Fribourg, on nous donne en partie une réponse. Au niveau roman, au niveau latin, on est entre 150 et 200 personnes. D'accord ? Donc, qui sont dans cette problématique. On a quasi exclusivement des hommes. Moyenne d'âge, c'est 32 ans, 32-33 ans. Voilà, c'est un gestionnaire logistique, employé CFF, plâtrier, mécanicien, carrossier. Il y a un étudiant, mais c'est plutôt l'exception. C'est un nombre vraiment marginal, mais on en parle. Seulement 200 fous de vitesse roman ? En fait, il y a infiniment plus de chauffards. Aux participants au rodéo routier, il faut ajouter tous ceux pour qui la route est systématiquement un terrain de jeu, mettant la vie des autres en danger. Parce qu'ils sont bons techniciens au volant, ils passent trop souvent entre les mailles du filet tendu par la police. Leur nombre est difficile à établir. Et ce sont des infractions qui sont totalement crasses, avec un caractère intentionnel. Je dirais que ce sont des infractions qui ne sont pas acceptables, pas même une seule fois. Par rapport à ce type de conducteur très à risque, récidiviste, multirécidiviste, on est face à une population relativement mince, étroite. Il y en a très peu, je dirais en tout cas clairement moins de 5%.
On va trouver la notion d'excès de vitesse massif, de dépassement téméraire, pour qualifier ce petit échantillon de fou de la route. Il paraît que nous sommes tous de la graine de chauffard. En moyenne, un conducteur commet une infraction tous les 3 kilomètres. C'est ce qui ressort d'un certain nombre d'études dans une approche criminologique de la situation, où il ressort en fait que l'usager se fait sa propre norme, c'est-à-dire qu'il trace un cadre à l'intérieur duquel il pense que ce qu'il fait est acceptable, n'est pas dangereux, qu'il ne prend pas de risques, tout en étant conscient du fait que, le cas échéant, il enfreint une règle. Et c'est une particularité, effectivement, de ce domaine d'action de l'activité humaine, puisque, par exemple, si vous comparez avec des infractions du droit pénal commun, le vol, le meurtre, personne ne va se faire sa propre norme en disant je peux tuer celui-là, c'est pas grave, ou là, jusqu'à 10 000 francs, je peux commettre un cambriolage. Personne ne pense de cette manière-là. Mais effectivement, dans ce domaine-là, il y a ce phénomène de construction de son propre domaine de tolérance. Faire sa propre loi, c'est le credo de Christian que nous avons rencontré à Genève. J'ai un rapport à la loi qui est, qui est compliqué. Je me considère comme un libertaire. Et je pense que ma conduite est profondément libertaire, en fait. Sur un plan légal, moi, je suis conscient d'être un chauffard. La société estime que je suis un chauffard. Ce trentenaire addict à la vitesse a participé à des runs, parfois à des courses-poursuites, mais ce qu'il aime par-dessus tout, ce sont les routes de montagne. Il conduit bien, Christian. Il connaît la loi de la route. Seulement voilà, il préfère appliquer la sienne. Du coup, il s'est attribué le statut de chauffard éclairé. Un chauffard éclairé, pour moi, c'est une personne qui a appris à piloter avec d'autres repères. Moi, mes limites, je les connais parce que j'ai une histoire particulière liée à la vitesse, liée au pilotage. On m'a mis sur une moto, j'avais 4 ans. Mon père a toujours fait de la compétition en moto. Je l'ai accompagné pendant toute mon enfance sur ce genre de compétition. Avec une approche toujours, finalement, il y avait toujours un adulte derrière moi pour m'apprendre à conduire, que ce soit une moto ou après une voiture. Donc on m'a appris à outrepasser les limites, mais à pas outrepasser les miennes. Le jeu, c'est pas de flirter avec la mort, c'est d'exercer du contrôle plutôt. La mort, moi j'ai toujours l'impression d'être dans des conditions où c'est pas ma vie que je risque. Et celle des autres ? Non, parce que je roule pas vite quand il y a du monde. C'est quelque chose que j'ai jamais fait énormément. Pas énormément, mais un peu quand même, comme sur cette vidéo. Putain, ça roule fort. Franchement, ça roule fort. Je suis en train de passer les 180. C'est le dégo faster. Il y a quelques années, il y a même ma copine qui m'a filmé pendant que je roulais vraiment vite sur autoroute. Quand je regarde ça, je me dis que c'est franchement à la limite de ce que moi j'estime de faisable. C'était sur l'autoroute A41, direction Genève. Christian met les gaz. De façon spontanée, il se tire la bourre avec d'autres véhicules, certains immatriculés en Suisse. Mais que fait la police ? Sur les coins aussi. C'est ça la bande. Et un vaudois, tiens, bah dis donc, c'est joli ça. C'est cool les trajets du retour du sud. On s'amuse comme des petits fous. Aujourd'hui, Christian a apaisé sa conduite et il plaide pour la création d'un circuit de vitesse en Suisse. Il n'y en a pas, mais on en trouve chez nos voisins, comme ici, au circuit du Laquais, dans la région lyonnaise. C'est dimanche, il y a pas mal de monde. Il y a quelques filles qui regardent les garçons et les garçons qui regardent les moteurs. C'est bon.
Non? Comme tu veux. Moi je les serre très fort, mais. Bah écoute, moi pour l'instant, ça me convient. Ah, mais là, ça l'a joué pour le moment. Alexandre est arrivé ce matin de Lausanne. Il va tester le circuit pour la première fois. Je préfère franchement revenir sur le circuit avec une voiture puissante, m'amuser un peu. C'est quoi ça, C'est libérer un peu les chevaux, on va dire. Là, je suis monté en bout ligne droite, j'étais à 170. Ça va, c'est pas la voiture la plus puissante, mais pour m'amuser, ça va très bien. Mettre les gaz ici, c'est 120 francs. Ouais, ça fait cher la matinée, là. Je suis passionné de ça, donc quand même. Je vais pas m'aventurer en Suisse à rouler n'importe comment. La peur du retrait de permis, de blesser quelqu'un. Le rôle d'un gestionnaire de piste, c'est de veiller à ce que tout le monde se fasse plaisir dans un cadre sécurisé et que chacun respecte l'autre. Il y a 23 ans qu'Éric Vautier gère ce circuit. Depuis toujours, les Suisses lui sont fidèles. Il représente 25% de sa clientèle. Leur profil? Des gens très passionnés, souvent, qui n'ont pas la chance d'avoir un circuit sur leur territoire. Des gens souvent fédérés en club. Des gens souvent un peu plus disciplinés que le français, donc c'est un côté appréciable. Il est pas là maintenant. Non, il y a la rouge devant. Non, c'est la rouge. Ah oui, il est là. Voilà. Il arrive. Il a doublé les deux autres. On a tous repéré un conducteur un peu foufou. Oui, cette voiture aux jantes fluo. Elle est conduite par un Français de 19 ans. C'est quoi qui vous attire ici? Bah, comme on voit, la vitesse, quoi. La vitesse. Parce que sur la route, comme on est limité, là, au moins, il n'y a pas de limite. Il y a beaucoup moins de danger. Puis la maman et le papa, ils ont pas un peu la trouille pour le fiston? Si, bah, c'est pour ça. Non, non. Si, moi, oui. Moi, oui. Mère, ouais. Moi, je flippe, même sur la route normale. Il a pris une petite folie dans un virage, une fois. Il a volé. Ah, mais non, mais j'allais même. Si. Non, mais ils sont au courant, ils sont pas au courant. J'ai vu un camion, j'ai dévié, j'allais pas vite, parce que j'avais récupéré le moteur, et j'avais les roues dans l'herbe et j'ai fini dans le fossé, mais j'allais même pas vite. Brigitte, elle vous croit pas. Hein. Ah, je crois pas. Ouais, parce qu'elle ne croit jamais. Elle ne croit jamais personne. De toute façon, à 30 à l'heure, elle a peur. Vous aurez pas un jeune qui vous dirait non, j'ai pas appuyé sur le champignon, arrête. La chose n'est pas ébruitée, mais certains circuits établissent des listes avec les noms des conducteurs dangereux. Ces chauffards sont tout simplement interdits de circuit. Du coup, on les retrouve sur nos routes. Felipe n'a jamais roulé sur circuit officiel. Pas assez amusant, pas assez fou sans doute. J'ai eu mon permis. 2 heures après, j'étais déjà en excès de vitesse. Enfin, même pas 2 heures, je pense, en partant du bureau des autos. J'étais un conducteur très dangereux. Un chauffard. Même plus que ça, je pense. Un danger public. Entre 18 et 25 ans, c'est l'éclate. J'ai parcouru Genève-Lausanne en 17 minutes, à 300 km/h. J'ai fait tous les jours dans des zones à 50-60 km/h. J'étais 3 fois au-dessus de la vitesse autorisée. J'ai fait des courses illégales un peu sur toutes les routes à Genève. Non, j'ai fait beaucoup de bêtises. J'avais une bonne estime de mes aptitudes au volant. Une très très bonne estime de moi. Carrossier taulier de profession, il a accès à des véhicules très puissants. Pendant des années, Felipe est le roi du bitume et se moque des autres. Alors, pour moi, je les percevais comme des obstacles à dépasser, en fait. À devoir aller plus vite ou me faufiler ou vraiment... j'avais l'impression qu'ils étaient arrêtés. Il a quelques accidents sans gravité et il fonce encore et toujours. À part la prison, il n'y a pas grand-chose qui pourrait nous faire lever le pied. Et il y a une fierté. J'entends regarder, voilà, les photos de la carcasse, c'était moi qui étais au volant. Et puis ensuite de cela, j'ai été arrêté par la police. Il y a même effectivement certaines personnes qui considèrent le parcours pénal comme source d'une certaine fierté. Et puis un jour, il y a eu bébé. Un petit garçon qui va remettre Felipe sur le droit chemin. La vie prend alors un virage à 180 degrés.
Quand on est dans cet univers-là, on a un groupe d'amis, on est tout le temps ensemble, on se réunit pour parler de voiture, on mange voiture, on dort voiture. Et du moment où ça change, bah, tout le contexte qui va avec change aussi. Donc vos amis changent, toute la vie change en fait. Ça c'est pour la vitesse, hein? Ça c'est pour velocidade. Ça pour vite, tout pour parler pour vite, ça, hein? Attention, il y a Joachim avec le vol. Le fils de Felipe ne verra donc plus son père se conduire en chauffard comme ici, sur une autoroute en Espagne. Il est taré, je l'ai entendu souvent. Taré, pourquoi pas? Et si le comportement de Felipe, Christian et les autres relevait de la pathologie? L'approche que l'on a par rapport à ces éléments, c'est surtout à travers ce qu'on sait sur le comportement qu'on appelle antisocial. Ce qu'on appelait avant le psychopathe, le délinquant. Le comportement antisocial, c'est un comportement qui est bien étudié, qui est référencé de façon internationale et qui associe en fait plusieurs éléments qui sont en fait le goût de la transgression. On aime ne pas respecter les règles. On a des sensations fortes parce qu'on ne respecte pas les règles. On a peu d'empathie pour l'autre, à savoir que si à la limite on est amené à blesser quelqu'un, c'est pas vraiment un problème. On a quelquefois des problèmes d'addiction, souvent d'alcool. On a un sentiment aussi de surpuissance qui fait que ces personnes ont le sentiment de vivre dans leur propre planète et que les autres ne comptent pas. Là, on touche à une partie très sombre de l'humanité qu'on pourrait même pratiquement un peu qualifier de relent barbare. Il ne croit pas si bien dire. Nous avons contacté plusieurs psychologues du trafic chargés d'évaluer les chauffards qui souhaitent récupérer leur permis. Aucun n'a voulu intervenir dans notre reportage. Motif invoqué, l'inquiétude, la peur parfois, de raviver colère et agressivité chez leurs patients. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la tête de ces chauffards? Tout se passe au niveau de la face antérieure du cerveau, ce qu'on appelle le lobe frontal, qui nous donne la régulation de la vie civile, de la vie civilisée, si j'ose dire. Et il semblerait que ce lobe frontal fonctionne moins bien quand on est au volant, parce qu'on a un sentiment de puissance, donc après tout, quand on a la puissance, on a tendance à en abuser. Et ça, c'est très humain. On a le pouvoir, on en abuse. C'est bien qu'après, quelqu'un qui est analysé comme plus faible, un vélo, un scooter, un piéton, met du temps à être analysé comme quelqu'un que l'on doit aussi respecter. D'où l'importance du travail de l'éducation qui va nous aider à renforcer ce lobe antérieur qui a moins tendance à se mobiliser par rapport à des situations de conduite automobile, par exemple. Ainsi, le chauffard est méchamment mal élevé. Il manque de savoir-être et souffre d'une totale incapacité à conduire et à se conduire en société. Quel remède à cela? C'est des populations qu'on connaît très peu parce que, naturellement, elles ne consultent pas au niveau médical. S'ils viennent nous voir, c'est justement parce qu'il y a un mandat policier derrière qui va les obliger à venir. Les moyens qu'on a sont assez faibles parce que, on ne connaît pas trop cette pathologie, on a peu d'études scientifiques sur le sujet, et en fait, l'enjeu de la consultation pour des personnes comme ça, c'est justement d'aider à la prise de conscience de la gravité de leur situation. Que la société ne peut pas se permettre de laisser se développer ce type de comportement, car ce comportement met en danger la société. La délinquance routière est difficile à éradiquer. Pas une région, pas un pays qui n'ait sa part de voyous de la route. Mais en Suisse romande, une communauté semble plus représentée que les autres, la communauté portugaise. C'est André Demière qui nous met sur cette voie, alors qu'il évoque un dépliant consacré aux conséquences d'une infraction. On l'a fait en français, en allemand, et puis aussi en portugais et en albanais. Pourquoi en portugais, en albanais, et puis pas, je ne sais pas, en espagnol ou en italien? Alors, dans ces deux langues, parce que ce sont les groupes, notamment dans le canton de Fribourg, mais on peut effectivement, cette problématique elle est nationale, sont les groupes les plus à risque. La communauté portugaise est la communauté la plus importante dans le canton de Fribourg, ça c'est une raison. Et puis on remarque au niveau des chiffres qu'ils sont, par rapport aux mesures prononcées, surreprésentés. Il faut éviter l'explication simpliste et le raccourci un peu hâtif au risque de se faire traiter de xénophobe, c'est très sensible. Ce qu'il faut voir, c'est que l'infractionniste type, c'est un homme, 18 à 30-35 ans. Et là, on va aussi très clairement se retrouver
dans ces communautés avec un nombre plus important de ce type de conducteurs. Dernier dossier cet après-midi. En fait, c'est un cas d'excès de vitesse massif. Nous aurions aimé avoir des chiffres, mais on ne trouve pas de statistiques communautaires concernant la circulation. André Demière en tient de personnel sur la base d'observations effectuées, comme ici, en commission de mesures administratives. Trait de sécurité, donc durée indéterminée, minimum 60 mois. C'est étonnant. Pourquoi les Portugais seraient-ils davantage concernés que d'autres? Nous posons la question à Felipe, qui est d'origine portugaise. Le grand 90% de mes amis étaient tous ou portugais ou espagnols, italiens. C'était vraiment le sang chaud qui primait. Et puis nous sommes allés voir cet homme. Georges est portugais. Il vit et travaille dans le canton de Vaud depuis de très nombreuses années, mais reste très attaché à sa communauté d'origine, dont il est une figure. C'est des nouveaux immigrés qui arrivent ici, qui viennent des petits bleds et qui se sentent au-dessus des lois et puis qui se disent à moi de toute façon, il n'y a personne qui me contrôle. Alors, je suis plus fort, je n'ai rien à craindre, personne ne m'arrêtera. À travers la voiture, il se rend tout puissant. Ça vient déjà du Portugal parce que dans certains bleds, on ne veut pas évoluer. Alors c'est celui qui a la meilleure voiture, c'est celui qui a un peu plus d'argent qui fait un peu la loi. C'est toujours délicat de faire des parallèles entre nationalité et délinquance. Je pense que le parallèle doit plutôt être fait en termes de milieu social, de degré d'intégration, si on parle de communauté étrangère, de niveau d'éducation aussi. En principe, plus le niveau d'éducation est faible, moins l'aptitude à réaliser que ce que l'on fait est dangereux est importante. Mais laissons les bannières de côté, la délinquance routière est hélas universelle. Sans éducation, comment avoir de la considération pour les autres et d'abord pour soi-même? Les chauffards sont souvent les premières victimes de leurs excès, mais régulièrement, ils tuent aussi des piétons, d'autres conducteurs. En Suisse alémanique, certains ont été condamnés à de la prison ferme pour meurtre par dol éventuel. La Suisse romande n'a pas encore franchi ce pas, malgré l'insistance de certains procureurs. C'est que la traque aux chauffards prend son essor d'abord outre-Sarine. Les conducteurs originaires des Balkans sont dans le collimateur de la police. Au début des années 2000, le phénomène des courses-poursuites s'amplifie et les jeunes chauffards alémaniques prennent leurs aises. Flattés peut-être par la place que leur accordent les médias. En 2004, le témoignage d'Amir à la télévision suisse alémanique fait sensation. Maintenant, c'est tout droit sur une longue distance. Sur ce tronçon, on fait des courses d'accélération de feu en feu. Et la nuit, vers 2 heures, quand les feux sont éteints, on roule ici à plus de 200 à l'heure. Quand c'est illégal et dangereux, c'est beaucoup plus amusant. C'est plus drôle ici que sur des circuits de courses légaux. Je suis un psychopathe. Je préfère faire un accident et me tuer que perdre une course de voiture. Amir paiera cher sa fanfaronnade. Après son témoignage public, la police lui confisque son véhicule et le permis lui est retiré pour une durée indéterminée. Mais comment en finir avec ces conducteurs sans foi ni loi? Les radars sont un premier moyen, même si les fous du volant les plus aguerris sont équipés de détecteurs de radars. Mais ici, visiblement, ce n'était pas le cas. Nous sommes en 2014 sur la route Châtelard-Trian, en direction de Martigny. Un chauffard français d'une trentaine d'années et son passager se font un petit rallye perso. 170 kiki. Sans forcer. C'est très exactement à 171 km/h qu'ils vont être flashés au lieu des 80 autorisés. T'es dans la merde, mon pote. Ouais, ok. Je l'ai pas vu.
tout entendu, mon pote. Ah si, moi je pense que la voiture là-bas, elle était radar. Elle était à la GoPro. Pas là-bas. Ça va te coûter cher. Jean ? Autre moyen de freiner les délinquants de la route, les contrôles de police. Il faut savoir quand même qu'on est dans un pays où, malgré les apparences, on se fait contrôler relativement peu. J'ai plus de 30 ans de permis de conduire, j'ai été amené à m'arrêter 2 fois dans un contrôle. Et finalement, lorsque je peux rouler des dizaines de milliers de kilomètres, je peux rouler des mois et des mois ou des années sans jamais me faire contrôler, bien évidemment que c'est un phénomène qui va encourager les gens à passer outre, puisqu'ils se disent finalement le risque que je prends n'est pas forcément si majeur que cela. Un soir de semaine, route de Meyrin à Genève. Cet axe est apprécié des amateurs de rodéo routier. Il est 23h. La police met sur pied son opération Visiroute. C'est votre premier contrôle? Ouais, c'est le premier, ouais. Et puis, ça fait quoi comme effet? Ça fait toujours un peu paniquer, enfin. C'est assez spécial quand même. Difficile dans ce type de contrôle de mettre la main sur l'amateur de vitesse qui va freiner dès qu'il identifie la structure mise en place. Ici, on vise les chauffards, mais par un autre biais. L'objectif principal ici, c'est le contrôle de circulation, que ce soit nocturne ou diurne. C'est l'état du conducteur en premier lieu. Donc on contrôle qu'il n'y ait pas d'alcool, pas de stupéfiants, pas de médicaments. Et ensuite, on se tourne vers l'état du véhicule. Pratiquement chaque contrôle, on a des personnes qui sont positives à l'alcool. C'est que la vitesse va souvent de pair avec une consommation excessive d'alcool. Ce soir, la police aura contrôlé quelques 60 conducteurs. 3 feront biper l'éthylomètre. Ah ouais, quand même. Nous retrouvons Dalia, la sœur de Massard, dans son quartier à Genève. C'est vendredi soir, elle est en mission. Bonsoir. Salut. On distribue de l'eau, vous en voudriez? Avec des... Pour le compte d'une association, elle fait de la prévention contre l'abus d'alcool à la sortie des pubs et des bistrots. Parce que vous avez eu des copains, par exemple, qui après une soirée un peu arrosée ont eu des problèmes, d'accidents, Ouais. Bah oui. Ouais, bien sûr. Mais il y en a souvent, hein. Mais voilà. Mais après, voilà, il a trop bu, et puis voilà. On fait de la prévention et qu'on est jeunes comme vous et puis qu'on est là pour vous aider. Et puis, Moi, je bois jamais d'alcool. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils donnent de l'eau, mais ils pourraient donner le pastis avec. Enfin, ça serait un peu mieux. Ça t'est arrivé déjà d'être extrêmement mal, de monter dans un véhicule peut-être? Oui, de conduire, ouais, oui. Enfin, pas de conduire, mais de monter avec quelqu'un alcoolisé, oui, mais c'est comme ça, quoi. Ça arrive, je suis sain et sauf, donc voilà. Retour au stand où des fêtards reprennent leur souffle. Le but, c'est juste de souffler pendant 6 secondes. On continue. Ça va? Attention. Souffle fort. Fais péter la machine. Il va tomber dans les pommes à force de souffler. Et donc, le résultat est... Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? 0,5 dépassé, 0,5. Non, c'est écrit ça illégal. C'est illégal dépassé. Plus que 0,5. Plus que non. Ah, ça dit pas combien? Non, pour éviter les concours. Ah, ok. Bah écoute, vu que la board me dit que je dois laisser la voiture, bah je vais laisser la voiture. J'ai ma voiture, mais je bois pas. Quand t'as la voiture? Zéro. En plus, je suis jeune conducteur, donc faut pas que je boive, sinon je peux me faire retirer le permis, des amendes, etc. Et c'est tellement du luxe d'avoir un permis de nos jours, j'ai pas envie. Vas-y, dis ce que t'as vu. Bah, par exemple, un litre de bière, ça va. 1 litre et une Smirnoff. Ouais. Je vous jure, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Et je vais prendre la Ferrari de papa. J'étais suivi la coque. Et tu me prends avec toi dans la Ferrari ou quoi? Dalia va repartir pour une deuxième ronde. Go. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à vous servir. Tu penses à Massard parfois quand tu fais ça? Bah ouais, clairement. Bien sûr, j'y pense tout le temps parce que je me dis que là, je permets peut-être de sauver des vies en faisant ça. Coucou, salut.
On distribue de l'eau. Tu veux de l'eau? Histoire de passer avec l'alcool. J'ai la même en grande. Bah, je le fais parce que j'ai perdu mon frère dans un accident de voiture après une cause soirée bien d'alcool. arrosée. Ah bah ouais. Et il n'était pas responsable, il n'avait pas consommé de l'alcool. Donc c'est pour ça que moi ça me touche de le faire et puis. Bah c'est bien. Voilà. Franchement, T'avais pas respect. Victoria. Non, mais tu m'as choqué. Franchement, tu m'as. Non, respect. Non, là, ça me fait de la peine. Non, il faut, hein, franchement. Non, il mais faut. au moins, moi, franchement, ça me permet d'avancer aussi un Un petit peu peu. fier de toi, en tout cas, ton frère, un peu Hein? fier de toi. Bah, non. Ils sont morts dans le film. Rien que ça me donne des frissons. Je manie la plume, c'est une agression. MC, coup de pression. Seul sur ma route à 160, j'en ai perdu la direction. Ce soir, si j'ai le courage de prendre ma plume, c'est pour dire tout ce que j'ai sur le cœur, avec un peu d'amertume. Plus qu'un ami, tu étais un frère. Et ton départ, j'ai encore du mal à m'y faire. 11 ans que Massar est mort dans un rodéo routier. Dans les jours qui suivent ce drame, ses copains se mobilisent et font un disque de rap en sa mémoire. Même si ça fait mal, c'est triste et que Dieu nous pardonne enfin une bonne fois pour toutes. Avec l'argent récolté, ils paieront la pierre tombale. Depuis l'âge de mes 13 ans. Pas du genre à boire, pas du genre à croire que boire peut ôter la vie de 3 gens comme un soir. Et plus je réfléchis, plus j'ai la haine. J'aurais préféré ne pas naître au lieu d'infliger cette peine à ma mère. Et au reste de mes proches, je suis mort pour que d'autres s'en sortent. Car il faut prendre conscience, et ça s'adresse à vous tous. L'alcool au volant est un non-sens. Quand on perd un proche, on comprend. Pascal Lutti, bonsoir. Vous êtes commandant de la police neuchâteloise, la police cantonale neuchâteloise. Alors vous avez vu ce reportage qui est quand même très spectaculaire. Votre réaction? Même si le phénomène n'est probablement ni nouveau ni en augmentation, quand j'entends ces délinquants de la route s'afficher fièrement, justifier même leur comportement, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu choqué. Et je pense surtout aux familles des victimes, aux blessés, aux estropiés de la route, pour lesquels ce discours doit être carrément insupportable. Alors, dans le canton de Neuchâtel, je crois que ça arrive assez peu. Mais enfin, là, on s'adresse à des téléspectateurs qui roulent partout en Suisse, qui partent à l'étranger. Il y a des situations concrètes de chauffards. Par exemple, on se trouve sur l'autoroute et quelqu'un nous colle au pare-choc à l'arrière. Quels conseils concrets est-ce qu'il faut donner à ces automobilistes? Je crois qu'on a tous vécu ceci en venant encore ici ce soir au studio. On n'échappe pas à des comportements qui sont comme ça un peu agressifs, un peu borderline. Le seul conseil qu'on peut donner, c'est d'adopter une attitude de défensive, de sécurité, se mettre en sécurité. Il faut surtout pas chercher à avoir raison sur la route, ni faire le justicier. La première attitude, c'est finalement de s'apaiser soi-même, de laisser passer, de laisser couler, de se mettre soi-même en sécurité. C'est vraiment le seul conseil qu'on peut donner. Par exemple, se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence? Se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence, non, je ne pense pas que c'est utile. C'est simplement d'adopter, si on a un véhicule derrière nous, c'est de continuer sa route le plus calmement possible, de ne pas répondre aux provocations, de ne pas chercher à avoir raison. Est-ce qu'il faut dénoncer? Est-ce qu'il faut, par exemple, s'arrêter, appeler la police, relever le numéro de plaque et dénoncer ce type de chauffard? Alors la plupart de ces comportements sont évidemment hors la loi, en dehors de la loi sur la circulation routière, donc ils se poursuivent d'office. On peut, parfois je pense qu'on doit informer la police de ces comportements. Il faut évidemment pas le faire par téléphone en roulant, ce serait bien sûr déplacé, ne pas faire soi-même des comportements qui seraient hors la loi. Ceci peut se faire. Il faut néanmoins, je pense, les limiter aux situations où on se sent vraiment en danger, où on a été mis en danger. La police, elle fera son enquête, elle convoquera les personnes, elle les entendra, mais elle jugera aussi de l'opportunité de le faire en fonction de la situation. Il y a un cas, par exemple, dans le film, on voit le chauffard démarrer en trombe devant une école, par exemple. Ce sont des choses qui arrivent chez nous. Est-ce que là, les parents pourraient prendre leur téléphone et dénoncer un cas pareil à la police? Oui.
Oui, ils peuvent le faire. C'est des choses qui ne se font pas. On a à la police des appels, des informations qui nous remontent de comportements dans des quartiers. Effectivement, des surveillances peuvent être mises en place, voire même la dénonciation peut être suivie d'une enquête. Néanmoins, il faut aussi savoir que devant le juge, bien souvent, on risque d'être dans une situation où c'est la parole d'une personne contre la parole de l'autre, et peut-être qu'on peut être un peu frustré du résultat. Alors récemment, donc, la législation routière s'est renforcée en Suisse grâce à Via Sicura, qui est une loi d'ailleurs très critiquée pour être peut-être trop restrictive. Malgré cette loi, eh bien, il y a encore des comportements criminels sur la route. Alors est-ce qu'elle est trop molle, ou soit elle ne suffit pas, ou soit il faut encore la renforcer? Je crois que ce qu'il faut retenir ici, c'est surtout les immenses progrès qui ont été effectués en matière de sécurité routière, que ce soit les cas les plus graves, les décès sur la route ou les accidents avec blessés. Ces chiffres sont en constante diminution depuis des années et ne cessent de diminuer encore aujourd'hui. Si je pense au drame qui est évoqué dans le reportage en 2004, il y avait 2 fois plus de victimes de la route qu'aujourd'hui, et on ne peut que se réjouir. Donc non, je pense que la tendance de renforcement porte ses fruits en Suisse comme ailleurs en Europe. Alors abordons une question un peu délicate, qui est posée par le film de manière franche, un peu taboue. C'est la surreprésentation de certaines communautés étrangères dans les actes criminels sur la route. Portugais, pour ne pas les nommer, en Suisse romande, balkaniques en Suisse alémanique. Est-ce que vous constatez cela dans le canton de Neuchâtel de manière générale? Comment faut-il aborder cette question? Bon, à Neuchâtel, les chiffres ne sont peut-être pas suffisamment grands pour vraiment dégager des tendances. Ce qu'on constate, c'est qu'on a à peu près les mêmes proportions entre citoyens suisses et étrangers en matière de délinquance sur la route que dans toutes les autres matières de la délinquance. Et quand on constate une légère surreprésentation d'une communauté, à Neuchâtel, on retrouve principalement les 2 communautés les plus représentées, c'est-à-dire les Français et les Portugais. Il faut se méfier un peu de ceci, parce que c'est évidemment un phénomène qui touche principalement les jeunes hommes, et on sait que ces communautés étrangères sont plus jeunes et plus masculines que l'ensemble de la Suisse. Alors, il y a une question également qui est importante, c'est la campagne, la prévention contre ces actes-là. Vous vous rappelez peut-être que dans ce reportage, il y a ce clip terrible de ces jeunes qui se tuent en voiture. Eh bien, il faut savoir que c'est un clip qui a été tourné par ces jeunes eux-mêmes, et les parents ont autorisé les autorités britanniques à mettre ça en ligne à des fins de prévention. En Suisse, on ne voit pas ce genre de campagne très forte. Est-ce qu'on n'est pas un peu mou là-dessus? Est-ce qu'il faudrait pas être un tout petit peu plus fort dans les messages de prévention routière? C'est difficile à dire. Je pense qu'effectivement, le ton des campagnes doit s'adresser à un public cible, un public de jeunes hommes. Et effectivement, le ton a tendance à se durcir. Mais je ne sais pas si la dureté, la violence d'une campagne a vraiment un impact positif directement. Il faut parler vrai, il faut parler juste. À la police neuchâteloise, il y a quelques années, nous avions diffusé une vidéo prise par les caméras de surveillance sur une autoroute, d'une embardée, d'une sortie de route, assez spectaculaire, avec l'accord de la victime. Ça a eu un impact local assez important, et je pense que ça réveille les consciences. Néanmoins, choqué pour choquer, il m'est difficile pour moi de dire si vraiment ça apporte ses fruits. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui encore, la tendance est à la diminution. Donc les campagnes, les actes de surveillance de la police, mais aussi la sécurité des véhicules, bien sûr, portent ses fruits. Alors parlons-en de la sécurité des véhicules. En Suisse, il est extrêmement facile d'avoir accès, quand on est jeune, à des bolides. On voit que beaucoup de ces chauffards ont des bolides entre les mains. Est-ce que là, on n'est pas un tout petit peu laxiste dans l'accès à ces véhicules très rapides? La publicité en fait l'éloge, alors que par exemple pour les motards, l'accès à des gros cubes est beaucoup plus restrictif. Je ne sais pas si on est très laxiste. Par exemple, l'accès au permis de conduire s'est énormément durci ces dernières années. Les infractions qui seraient commises par les jeunes conducteurs sont finalement... Enfin, la notion de récidive est plus lourdement punie, puisque le permis peut leur être retiré. Non, je pense qu'ici, il n'y a pas lieu d'agir. Il faut vraiment faire prendre conscience. La voiture, c'est malheureusement encore un symbole de puissance et de réussite sociale. Et je pense que ceci est en train de passer au second plan. On ne peut que se réjouir de cette évolution. Néanmoins, la prise de risque, la vitesse est une problématique des jeunes et des jeunes hommes. Et ceci restera sur le devant de la scène, quelles que soient les restrictions qu'on pourrait mettre sur l'achat des véhicules. Pascal Luthi, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, un mot encore, sachez que ce soir, nos internautes pourront poursuivre la discussion, poser des questions en ligne. Et c'est votre collègue, le capitaine Alain Saudan, de la police cantonale neuchâteloise, qui répondra. C'est sur www.tempsprésent.ch. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.